à chaque fois qu'on voudra faire un produit standardisé et l'imposer à tout le monde, on fera des dégâts parce qu'en fait, chaque être humain est différent et on veut dire ce produit-là, on va le donner à tout le monde. Tu as n'importe quel produit de santé, n'importe quel médicament, tu as 3 catégories de personnes si tu le donnes à tout le monde. Tu vas avoir les gens à qui il va faire du bien, les gens à qui il va rien faire et les gens à qui il va faire du mal. Et donc prétendre dire le vaccin est surefficace quand c'est un seul standardisé pour tout le monde, c'est faux parce que non, il est surefficace pour un des 3. Ouais. il y en a un des 3 pour lesquels il va servir à rien, voilà, et pas faire de mal. Et il y en a un à qui, en plus de servir à rien, il va lui faire du mal. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien avec le docteur Pablo Bueno que j'ai déjà reçu il y a un peu plus d'1 an au micro de Nexus. C'était en extérieur, là cette fois-ci on est en intérieur dans les studios. Mais avant de le recevoir, je vous invite à nous soutenir. Nexus est l'un des derniers magazines en kiosque, sans publicité et sans subvention. Et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer de produire une information libre et indépendante. Et tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir Pablo. Comment vas-tu, Pablo ? Ça va super. Depuis hier, parce qu'on est le lendemain du 5 septembre. Exact. Tu étais dans la salle. Ouais, j'étais là pour les 25 ans de Nexus, le magazine que j'aime beaucoup. Et que je lis depuis longtemps, depuis avant que je te connais. C'est vrai. Ouais, je l'ai lu, je le disais déjà dans l'interview l'année dernière. Exact. Je suis pas genre... Je l'ai acheté plusieurs fois et j'en ai lu plusieurs. Notamment à l'époque, il y avait eu des dossiers super sur les vaccins que je trouvais... À l'époque où moi, comme médecin, je me suis intéressé à ce sujet-là, Nexus faisait partie des lectures. Parce que justement, très bon travail de journalisme. Très bien argumenté et très bien documenté. Et justement, hier, parce que j'étais là avec mon pote Chris hier, qui est venu avec moi, et lui, il connaissait pas du tout. Et on a regardé la fiche Wikipédia de Nexus, et je dois t'avouer que... on paraît moins sympathique sur Wikipédia qu'en vrai. Ouais, je dois t'avouer que je me suis dit, mais ils vous ont pas raté. Ils vous ont pas raté du tout. Ça fait 8 ans qu'on est en procès contre Wikipédia. D'accord. Et là, on a écoulé toutes les procédures en France. Ouais. Et donc, on est à la Cour européenne des droits de l'homme. D'accord. Parce que c'est le dernier recours. Et malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose contre cette institution qui permet à n'importe qui de faire n'importe quoi. Surtout quand on est, nous, des médias... indépendant. Je ne sais pas si tu as une fiche, toi, déjà. Non, j'ai pas encore de fiche, mais j'imagine que le jour où j'en aurai une, ça va pas être triste. Parce que t'es pas un médecin très conventionnel. Non, disons, Tu fais du conventionnel, mais... En fait, ce que je fais est devenu un trend dans le monde anglo-saxon. Le functional medicine, c'est pratiqué à la Cleveland Clinic aux États-Unis, c'est pratiqué à Duke University Hospital. Donc, aux États-Unis, c'est mainstream en fait ce que je fais. Et c'est vrai que y a un petit décalage en Europe où cette médecine finalement qui fait beaucoup de sens, qui revient un peu aux fondamentaux, où on essaye de chercher la cause de la maladie, essayer de résoudre le problème. Et pas juste cacher les symptômes. Exactement. Eh ben non, c'est en train de se développer énormément. Disons que je trouve que les États-Unis, ils ont peut-être un avantage par rapport à nous parce qu'ils ont ce premier amendement, ce qui fait que jamais vous auriez une fiche Wikipédia comme celle que vous avez en France aux États-Unis et jamais vous seriez traité comme vous êtes traité. Et pareil pour mes collègues médecins parce que tout le monde a le droit de s'exprimer. Hier à la soirée, j'ai vu beaucoup de gens qui sont complètement boycottés, qui sont des parias médiatiques. En France. Or, aux États-Unis, tu vois, même ceux qui critiquent énormément, les Candace Owens, les Tucker Carlson et tout, ils ont complètement le droit de citer. C'est vrai qu'ils ont plus de respectabilité vis-à-vis de la masse que nous, en France. Et en Suisse, c'est pas le cas. Ça, vous êtes plus respecté quand vous êtes, parce que t'es clairement, par rapport à la crise sanitaire, tu t'es inscrit en faux par rapport à tout ce qui s'est dit. T'as pas été menacé. Il n'y a pas de conseil de l'ordre en Suisse, il n'y a pas tout ça. Il y a la même ambiance en Suisse, surtout en Suisse romande, parce qu'en fait, elle s'inspire énormément de la France et que je crois qu'elle est très influencée par la France, surtout dans le monde médiatique. Parce qu'en fait, les médias, dans la Suisse francophone, les Suisses ont accès aux médias français. Donc il y a de toute manière une influence culturelle. Et puis après, je trouve que la RTS, effectivement, tu vois, il y a eu même un échange RTS-LCI avec Darius Rochebin. Oui, et donc, en fait, la RTS, elle a complètement, idéologiquement,
elle est complètement comme les médias français. Après, il y a moins j'ai l'impression que la France, il y a le couplage et l'influence, enfin le couplage politique-média est beaucoup plus prononcé que chez nous. Chez nous, il y a une ambiance. Moi, par exemple, j'ai subi beaucoup de pression, mais elles ne se sont pas traduites par grand-chose de concret. C'est comme quoi? Quel type de pression? C'est de l'intimidation, en fait. Mais voilà, oui, des articles diffamatoires, des rappels à l'ordre. Mais en fait, c'était beaucoup... En fait, il n'y avait rien de légal pendant le Covid, par exemple. Donc, du coup... Bon, j'ai pas trop été inquiété. Alors qu'en France, je pense qu'en France, j'aurais perdu, j'aurais fini comme Louis. Je pense que j'aurais pas pu, je pourrais plus travailler. Donc parce qu'en plus, t'es pas un médecin qui garde ta langue dans ta poche. T'as une bonne communauté sur Instagram. T'es beaucoup suivi. Tu fais beaucoup de posts. Tu mets en avant des choses. Sur la santé, des choses alternatives aussi en termes de protocole ou autre. La foi aussi, hein, ça peut être... Et aussi ça, quand t'as mal vu. Ouais, en France en tout cas. En République française. Parce qu'il y a des endroits où c'est très bien vu de partager sa foi. Pareil, on parlait encore des États-Unis tout à l'heure. C'est quelque chose sur lequel ils sont très décomplexés. Donc voilà, c'est pas que j'idolâtre les États-Unis. Loin de là, ils sont la source de beaucoup de nos problèmes. Mais il faut reconnaître que en termes de liberté d'expression, il y a quand même... Il y a un cran au-dessus. Il y a un cran au-dessus. J'étais un peu énervé parce qu'il n'y avait pas que le Wikipédia. Quand on tape Nexus dans Google, en fait, justement, Chris me montrait les premiers articles qui sortent. En fait, il y a clairement des agences en fait qui postent des trucs sur vous. Oui, on a plusieurs sites, dont Conspiracy Watch ou autres, qui nous gratifient de pas mal de surnoms, à dire. Donc on a, je veux dire, c'est le revers de la médaille. Plus on est visible, et puis aussi Nexus est là depuis très longtemps. Mais justement, pour moi qui connais Nexus et qui me disait justement, en fait, c'est un magazine qui a de la crédibilité, qui est là depuis très longtemps, qui a toujours fait preuve, en tout cas pour les gens, si tu lis Nexus, que tu connais le travail qu'ils produisent, et que tu lis les 5 premiers... Tu tapes dans Google Nexus Magazine et que tu regardes les 5 premiers trucs qui sortent, mais c'est le jour et la nuit. Enfin, je veux dire, ils vous décrivent vraiment comme des charlatans qui disent n'importe quoi, avec les thèses les plus farfelues. Et le pire de tout ça, parce qu'à la limite, ça, je dirais, c'est de bonne guerre, c'est les amalgames qui montrent un peu antisémitisme, des mots comme ça. Ils nous amalgament avec la version australienne qu'ils accusent d'antisémitisme parce qu'on a essayé de faire valoir le droit à avoir une page sur notre média à nous en France et continue de nous associer à la revue australienne de laquelle on n'a plus rien à voir depuis très 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 longtemps, à part le nom. Et sur les contenus éditoriaux, tout ça, on est indépendant. Pourquoi elle se positionnait comment, cette revue australienne? En fait, initialement, Nexus, en France, d'ailleurs, Anne Givaudan l'a rappelé hier, elle était là sur scène, c'est elle qui a ramené Nexus en France. C'était une simple traduction de la version australienne. Donc la version australienne existait depuis fin des années 80, je crois 1989, c'était une petite fanzine, un petit blog sur papier d'articles, on va dire, sur des sujets un peu alternatifs. Donc toujours un peu dans cet univers. Donc l'univers Nexus a toujours été le même, mais fait par des gens soit amateurs, soit qui ils n'étaient jamais payés et qui pouvaient écrire tout ce qu'ils voulaient sur cette petite revue. Et ensuite, ça a donné des idées, avant l'avènement d'Internet, à plein de personnes dans le monde. Ça a été fait en Grèce, ça a été fait en Italie, ça a été fait dans plusieurs versions dans d'autres pays. Et la France est arrivée en 1999. Donc Nexus a 26 ans et pas 25 ans. C'est Anne Givaudan qui a fait cette simple traduction pendant quelques années. Et ensuite, il y a une personne de l'équipe qui a récupéré le média en 2005, qui s'appelle David Dennery, et qui l'a petit à petit autonomisé, affranchi de la version australienne dans le contenu, si bien que c'est devenu une revue totalement indépendante sur le contenu éditorial, et il a gardé le nom Nexus qui lui semblait être un nom très adapté. Mais la version australienne, elle est vraiment, elle n'a pas évolué, elle est restée. Non, mais plus est-ce ou moins, qu'elle est vraiment, parce qu'ils disent que c'est de l'extrême droite en fait, la version australienne. Parce que de toute façon, à partir du moment, tu sais, Louis, il est accusé aussi d'être un fasciste d'extrême droite. C'est incroyable. Étienne Chouard, pareil.
Et donc la version australienne, ce qu'ils lui ont reproché, c'est d'avoir interviewé entre autres David Icke, voilà, qui a écrit un bouquin sur le protocole des sages de Sion, ou des trucs comme ça, où ça mêlait le sionisme, bon, je ne sais quoi. Et donc forcément, par amalgame, ils l'ont traité d'antisémite. Et donc Nexus, et donc la version française. Enfin bon, tout est mélangé. Et à partir de là, on n'a plus le droit de faire de l'info, quoi. Mais même David Icke, je trouve, c'est tellement... Je le connais pas, ce monsieur. David Icke, en tout cas, c'est hyper connu dans la culture underground, la pop culture, la culture underground. Je trouve c'est dommage de pas laisser... Non, je connais ses travaux, mais je veux dire, bon, de là à l'accuser d'antisémitisme, de toute façon, aujourd'hui, on a vu à quel point il suffit juste de dire le mot sionisme pour être accusé d'antisémitisme. Et en fait, ce truc nous colle à la peau. Et c'est là où ça devient compliqué. Bon, avec des personnes comme toi, ça va, parce que les gens qui sont ouverts d'esprit, ils comprennent qui on est. Il y a plein de gens qui refusent des interviews. Ils voient la page Wikipédia, ils disent... C'est normal. À part ça, tu veux interviewer quelqu'un, il fait ce que Chris a fait hier, il ouvre Google et tout, et il dit mais... où est-ce que je suis tombé? Jamais j'y vais. J'espère qu'il n'a pas eu trop peur hier. J'ai pas annulé mon interview, mais en même temps, moi je suis personne, donc ça va. Quand même. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses en te suivant, et c'est ça, moi, et c'est pour ça que je voulais te prendre un peu le temps avec toi aujourd'hui, pour voir un petit peu pourquoi il y a autant de différences entre toi, ta capacité à faire de la médecine un petit peu autrement, alors que tu as ton diplôme de médecin quand même. T'es pas naturopathe, t'es vraiment médecin, diplôme officiel, conventionnel. Et à côté, tu t'intéresses à la médecine chinoise, et à côté, tu t'intéresses aux thérapies non conventionnelles, et à côté, tu vas chercher de manière un peu empirique, en plus avec les connaissances médicales et scientifiques que tu as, pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Tout à l'heure, on en parlait ensemble, tu me disais, tiens, sur les gens qui ont été injectés, ils cherchent un petit peu à c'est pas facile. je sais pas comment on peut dire, se nettoyer, se soigner de ce qu'ils ont pu être injectés. Tu vas pouvoir mettre en pratique parce qu'on a des gens qui se posent la question dans notre communauté. Il y a plein de personnes qui parlent de certains protocoles, et toi tu les testes de manière rigoureuse pour voir ce que ça donne. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des choses qui te semblent intéressantes? Est-ce que c'est une question légitime d'ailleurs, les gens injectés, de se poser la question de mince, est-ce que des années après, on doit continuer de s'en inquiéter? Et est-ce qu'il y a des choses à faire pour réparer le tort qui a pu être fait à notre corps? Bon, après, les gens qui ont été injectés et qui ont eu des gros dommages, ils le savent, parce qu'ils l'ont ressenti, donc il y a des gros effets secondaires. Je crois que vraiment, il y avait... je pense que ça a été démontré depuis qu'il y avait toute une gamme de vaccins différents, et du coup, les gens n'ont pas été injectés avec la même chose, et que du coup, il y a des gens, ils ont pas grand-chose, et tant mieux pour eux. Et puis après, il y a toujours aussi... ce sera toujours le même problème, je crois que je l'avais déjà mentionné la dernière fois. À chaque fois qu'on voudra faire un produit standardisé et l'imposer à tout le monde, on fera des dégâts, parce qu'en fait, chaque être humain est différent, et on veut dire ce produit-là, on va le donner à tout le monde. Tu as n'importe quel produit de santé, n'importe quel médicament, tu as 3 catégories de personnes si tu le donnes à tout le monde. Tu vas avoir les gens à qui il va faire du bien, les gens à qui il va rien faire, et les gens à qui il va faire du mal. Et donc prétendre dire le vaccin est surefficace quand c'est un seul standardisé pour tout le monde, c'est faux, parce que non, il est surefficace pour un des 3. Il y en a un des 3 pour lesquels il va servir à rien, voilà, et pas faire de mal, et il y en a un à qui, en plus de servir à rien, il va lui faire du mal. Et ça, c'est et tout l'art de la médecine, c'est tout ce qu'on apprend. En fait, c'est d'apprendre à se dire, tiens, là je vais pas faire ça. Je vais faire gaffe. Donc c'est d'être capable de se dire, tiens, ce patient-là, on va le traiter avec ce médicament plutôt qu'un autre, parce que justement, on veut augmenter la part de patients chez qui, justement, le traitement a été utile, il a été efficace, et il n'a pas entraîné d'effets secondaires. Donc, c'est bien, c'est intéressant, parce qu'il n'y a que les médecins très, on va dire, ouverts d'esprit, qui n'ont pas peur d'aller dans l'alternative, qui parlent de l'art de la médecine. J'avais reçu le docteur Isabelle Lani il y a quelques semaines à ce micro pour parler de la médecine du travail, et elle parlait vraiment de cet art-là.
Ouais. Est-ce que c'est un art, toi, qu'on t'a transmis ou que tu as toi-même construit par tes propres recherches? Ouais, non, oui, je trouve qu'il y a un côté artistique dans le sens qu'effectivement, en tout cas, les anciens disaient ça. Les vieux profs de fac, ils disaient ça. Moi, je l'ai encore entendu quand j'étais en 2e année de médecine, que j'ai pris le premier speech de l'année et tout, où justement, on avait encore des vieux mandarins à l'ancienne qui nous disaient que c'était un art. Alors, il y avait un côté un peu pompeux et peut-être un peu prétentieux de dire ça. Mais effectivement, c'est pas une science exacte. Il y a énormément de paramètres. C'est une science quand même. En tout cas, on utilise la science. Mais la science est un outil de la médecine. Mais c'est pas, la science n'est pas la médecine. Et effectivement, il y a... plus tu avances en fait dans ce métier et plus tu te rends compte que tout le monde est différent, que tout le monde réagit différent à un traitement. Même qu'une maladie, ça peut être différent. Je te donne un exemple. J'en parlais il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur mon Instagram. Tu vois, aujourd'hui, on appelle une maladie... en fait, une maladie, c'est un syndrome. Un syndrome, c'est quoi? C'est une addition de symptômes que tu vas retrouver. Donc, tu vas retrouver dans la population un certain nombre de personnes qui réunissent ce groupe de symptômes. Et donc, c'est ce qu'on appelle un syndrome. Et ce syndrome-là, souvent, après, on en fait une entité qui est une maladie. Exemple, la fibromyalgie. J'en parlais cette semaine sur mon Instagram. Aujourd'hui, c'est une maladie, on te le diagnostique et on te donne des traitements, principalement des anti-inflammatoires. C'est une maladie inflammatoire des muscles et des fascias. Alors, le postulat de base de la médecine validée par les États et la médecine conventionnelle que la plupart des médecins pratiquent, c'est de prendre ce diagnostic à ce moment-là et hop, on a mis le patient dans cette case diagnostique et on va lui donner des traitements pour diminuer son inflammation, mais on ne va pas chercher la cause du problème. Mais si on va chercher la cause du problème, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs façons d'être fibromyalgique. On peut être fibromyalgique parce qu'on a une maladie de Lyme et ça fait les symptômes d'une fibromyalgie. On peut être fibromyalgique parce qu'on a des grosses carences. En vitamine D, en vitamine B12, des gens qui sont carencés dans ces choses-là, ou en minéraux, en oligo-éléments. Ces choses-là, vous aurez des symptômes de fibromyalgie, vous aurez mal de partout, comme ça. Et puis, certainement aussi, il y a des causes psychosomatiques. Il y a des gens, c'est un trauma qui n'a pas été résolu et tout ça. Et ça donne une fibromyalgie. Donc, toute la médecine telle qu'on essaye de le pratiquer, quand on essaye de bien la pratiquer, et telle que la pratiquaient en fait les anciens, et qui est passionnante, et qui est vraiment intéressante. Parce que c'est un peu de l'enquête, c'est de la recherche. C'est de trouver la cause, mais c'est exactement la même chose. En fait, regarde, le monde est en train de devenir comme ça pour tout. Parce que vous, avant le journalisme, c'était ça. Oui. C'était d'observer un phénomène et d'essayer de savoir quels étaient les dessous et de savoir pourquoi et de comprendre, tu vois, le pourquoi du comment et la cause. Ouais, mais alors, vous avez été standardisés, les médecins. Ouais. Tout de suite, symptômes égale telle molécule, telle maladie, etc. Oui, mais vous aussi, regarde l'exemple criant du Covid. Immédiatement, le premier réflexe pour tout le monde, c'était de se demander la cause. Et en fait, les médias officiels, c'était non, attendez, on s'en fout de la cause. Voilà, maintenant il y a cette maladie et boum, et voilà là. Oui, voilà on a été standardisés aussi, nous. C'est vrai. Il va falloir donc ne regardez pas en arrière et allez appliquer les recommandations de l'OMS, etc. Et on rentre dans cette crise. Et puis dès qu'il y avait des gens qui disaient ouais, mais regardez d'où il vient le virus et tout, c'était un sujet qui était touchy, alors qu'à la base c'est censé être le. Et moi, c'est vrai que c'est donc il peut toujours, comme je disais, donc y avoir plusieurs causes à une même maladie. Et s'il y a plusieurs causes, il y a plusieurs traitements. Tu vois, la personne chez qui sa fibromyalgie c'est une carence en vitamine B12, tu lui fais une injection de vitamine B12, il n'y a plus de fibromyalgie. Mais encore pour t'en rendre compte, il va falloir que tu cherches un peu toutes les causes, que tu enquêtes, que tu fasses un bilan sanguin, etc. Mais qui prend le temps aujourd'hui? En tout cas en France. Je ne sais pas si tu vois encore tes confrères en France comme ils bossent. Et quand on ne se pose pas la question, on pose ce diagnostic, vous avez une fibromyalgie. Et maintenant, on avance. Donc, vous n'en guérirez probablement jamais. Bon. Et puis, on va mettre en place des traitements. Donc, des traitements au début qui sont pas chers, des anti-inflammatoires, machin. Et puis, quand ça suffit plus, on va faire des injections qui coûtent beaucoup plus cher, des immunoglobulines, des gamma-globulines. Alors, tu dis, le patient, il a juste, comme tu dis, une carence en vitamines. Il peut avoir une carence en vitamines, il peut avoir un germe, il peut avoir un problème de microbiote. Enfin bref, il peut y avoir une cause. Donc, on a effectivement... On a la lutte entre... je crois que Raoult, aujourd'hui, maintenant qu'il est à la retraite, il en parle bien et tout, et puis tout le monde en parle, mais je crois que c'est assez... Il y a
l'industrie pharmaceutique, ses intérêts sont pas du tout les mêmes que ceux de la population, et donc il y a vraiment, on va dans deux directions opposées en fait. Et donc, mais moi en tout cas, comme je te le disais, j'ai bon espoir parce qu'en fait, comme on est toujours des suiveurs des États-Unis et que la médecine telle que je la pratique, elle est bien pratiquée aux États-Unis, elle est bien vue. Il y a des grandes cliniques qui mettent l'accent dessus, des réseaux de santé de renom qui mettent l'accent dessus. Je pense juste que les médecins qui sont comme moi ici en Europe, ils sont en avance et que tout le monde va devenir comme ça. Je sais qu'il y a le professeur Castronovo donne un cours à la Sorbonne maintenant, qui est un DU. Donc il y a beaucoup, tu vois, on est dans les circuits officiels, on est en train d'avoir des médecins qui se forment gentiment à la micronutrition, à une vision plus logique et plus holistique de la médecine. Mais par contre, l'industrie n'a pas changé, les cabinets de conseil, ils n'ont pas changé, la corruption des politiques, ça n'a pas changé. Donc on est dans une espèce de période... entre-deux. Entre-deux, ouais. Où bon, en fonction des pays, il y a plus de liberté que d'autres. Voilà, et c'est toujours difficile, c'est toujours dangereux d'être pionnier dans un pays où il n'y a pas beaucoup de liberté, mais en tout cas, moi je sais que demain, tout le monde travaillera comme ça. Vous n'avez pas de conseil de l'ordre en Suisse, hein? Non. Bon. En Suisse, on a les médecins cantonaux, qui sont nos autorités administratives. Mais ils sont beaucoup moins répressifs, on va dire que... Ils s'immiscent moins dans votre travail, en tout cas. T'as l'impression d'être libre de faire ton travail? Oui, quand clairement. tu soignes, clairement. De prescrire hors AMM, je ne sais pas si c'est pareil en Suisse, hein, tout ce qui est prescription hors AMM par rapport à des médicaments. La prescription hors AMM, c'est une des conditions essentielles de l'exercice de la médecine. Ouais. En fait, quasiment... Parce qu'en fait, un labo, il ne va pas s'amuser, vu quand tu vois combien ça coûte cher d'obtenir une AMM, il ne va pas s'amuser de l'obtenir pour toutes les fonctions de son médicament. Il a besoin pour mettre son médicament sur le marché que d'en avoir obtenu une. Okay. Mais après, son médicament, effectivement, toute molécule peut avoir plusieurs utilisations. Comme j'expliquais, tout est pluriel en fait. Donc il n'y a pas de truc tout droit. Donc en fait, évidemment qu'une molécule peut servir à plusieurs buts. Tu vois, la metformine qui est utilisée pour le diabète, elle est utilisée en médecine anti-âge, par exemple. C'est très intéressant, tu vois, dans les bouquins de David Sinclair de Harvard, il montrait justement comment l'activité au niveau mitochondrial, comment elle pouvait permettre d'entretenir les mitochondries, de faire du rajeunissement cellulaire et tout ça. Et ça, c'est un exemple, mais il y en a plein. Il y a plein de molécules qui ont plusieurs utilisations. Et oui, et le médecin, justement, c'est ça l'art du médecin. Un bon médecin, c'est un bon chercheur. C'est un artiste aussi, c'est un artisan, comme l'alchimiste avant. Ou comme même, comme moi je vois des fois quand je vois des gens, tous les métiers où tu es un peu créatif, je vois des chefs cuisiniers faire un plat, tu vois, avec... Alors il y a des grandes lignes, tu vois. Nous aussi on a des grandes lignes, mais effectivement tu adaptes. C'est ce qu'on voit un peu dans ton travail, quand tu partages sur... Médecine individualisée, mais tout le monde le dit. Tu vois, tu vas dans les conférences, même les conférences officielles et tout. Ouais, demain, ce sera la médecine individualisée, blablabli, blablabla. Et ensuite, à côté de ça, donc il y a un discours politique qui est tenu par des professeurs, par les professeurs et par des ministres. Ils viennent, ils n'ont aucun problème à dire ça. Ouais, la médecine individualisée, tout ça et tout ça. Et puis derrière, il y a les guidelines et si t'en sors, gare à toi, et avec des policiers de la pensée et de la pratique médicale plus ou moins effectivement envahissant selon le pays. En France, c'est très très envahissant. Je pense que en France, moi, je connais beaucoup de médecins qui font justement des médecines intégratives, fonctionnelles et tout, et quasiment la totalité d'entre eux sont emmerdés. Et quasiment la totalité d'entre eux, quand on les consulte, disent « S'il vous plaît, il ne faut pas trop ébruiter ce que je fais ». Et souvent, ça se fait discrètement. Exactement. Ils ne le mettent pas du tout en évidence, en avance, parce que sinon, ils savent qu'ils vont avoir le conseil de l'ordre qui va leur tomber dessus. Ouais, qui a beaucoup de pouvoir en France pour nuire, on l'a vu avec Ce qui est marrant, c'est que ce qui est un argument marketing dans d'autres pays, qui peut faire marcher... aux États-Unis, c'est complètement décomplexé. Oui, il y a un vrai marché. Dans tout le monde anglo-saxon, être un functional medicine doctor, si tu veux, c'est le meilleur moyen de faire exploser ta pratique et c'est une fierté. Et voilà. Et en France, si tu t'affiches comme ça, tu vas te faire chasser par l'ordre des médecins. Mais est-ce que les médecins en France ont envie de le faire, dans le sens où un médecin aujourd'hui qui passe 10 minutes en moyenne par patient en France, toi tu passes combien de temps en moyenne? Parce que pour aller chercher, creuser, c'est un peu plus long. Ouais, moi je travaille quand même assez vite, mais au début ça prenait plus de temps.
En fait, tu sais, encore une fois, c'est comme n'importe quoi dans n'importe quel métier. Au début, pour vraiment faire le tour d'un cas, ça prenait, en tout cas en anamnèse, en entretien avec le patient, ça pouvait prendre 1 heure, 1h30. Maintenant, en 3/4 d'heure, sur une première consultation, j'arrive vraiment déjà à dégager parce que j'ai l'habitude. Quand même 3/4 d'heure. Oui. Ah non, mais ouais. Mais de toute en façon, France, c'est impensable. Et même en consultation de suivi, je sais pas, les durées de consulte, 10 minutes. Si tu as une maladie chronique, et il y en a de plus en plus, elles explosent, à 10 minutes, tu peux pas, t'as même pas le temps même pas le temps de discuter avec ton patient. Et puis après, et sans te parler de tout le côté, justement, il y a tellement de parts, et il y a de l'émotionnel, il y a du psychosocial et tout. Ces choses-là, elles arrivent souvent en fin de consultation, tu vois, où les gens arrivent un peu à se livrer et tout. Donc, souvent, tu vois l'émotionnel qui a pris sur les maladies ou qui... Ouais. Bah, c'est le dernier. Moi, au début, quand j'ai commencé, j'étais comme tout le monde. J'étais formé comme tout le monde, donc je suivais les guidelines, etc. Après, je voyais qu'avec les guidelines, ça butait, que mes patients allaient pas mieux. Et là où la plupart des médecins disent c'est comme ça, j'essayais de trouver des solutions pour eux, donc j'allais vers d'autres trucs, et effectivement, on trouvait des solutions. Et puis surtout, la médecine ne sort pas très grandie quand c'est les patients qui font les recherches eux-mêmes et qui trouvent des solutions eux-mêmes que les médecins leur avaient pas proposé. Ça, je trouve que c'est vraiment la honte pour notre profession. Donc, voilà. Donc, des fois, main dans la main avec les patients, eux, ils me disaient, tiens, j'ai trouvé ça et tout ça. Donc, on avançait, effectivement, on arrive... si on insiste, en fait, avec n'importe quel problème chronique, au bout d'un moment, on trouve la solution. Attends, peut-être pas tout de suite, mais au bout d'un moment, si on insiste, si on est persévérant, comme tout dans la vie, on arrive à des choses... T'as jamais eu de gros échecs si. Les gros échecs, on les a sur... Il y a des maladies très challenging. Le cancer, c'est difficile. Alors, vous avez plus de liberté pour aller faire des choses en Suisse. Oui, mais malgré tout, même avec plus de liberté, c'est quand même très difficile. C'est vrai qu'en France, on pense beaucoup à les injections de vitamine C. Il y en a beaucoup qui parlent de ça en Suisse. Ou les approches par les ondes. T'as essayé tout ça ? Ouais. Est-ce que dans certains cas ça fonctionne ? C'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, tu as des trucs... et c'est pour ça que ces choses-là font aussi beaucoup de bruit. C'est parce qu'en fait, quand tu as une personne qui guérit d'un cancer métastatique, ça fait beaucoup de bruit. Et en fait, cette personne, elle aura peut-être fait... une diète à la Casas Novas, tu vois, avec des jus, une cure de jus, etc. Ou un jeûne aussi. Ou un jeûne. Et bam, elle a guéri, incroyable. T'en as d'autres, c'était des perfusions de vitamine C à haute dose et tout. Et en fait, ces cas-là font énormément de bruit, et ils sont réels. Mais, encore une fois, tout le monde est différent. Donc, je trouve que c'est pas, contrairement, faut pas croire, en tout cas, moi, j'ai jamais vu. Je vais aller un peu dans le sens du système, là. J'ai jamais vu encore les traitements qui seraient interdits à tout le monde pour le cancer et qui sont miraculeux et en fait les gens ils guérissent et il n'y a aucun problème et en fait on leur cache cette solution et voilà. Mais par contre, je trouve que la façon dont la médecine se comporte et les autorités se comportent à faire de la chasse aux sorcières ou même à empêcher le patient d'avoir accès à toutes les thérapeutiques auxquelles il veut, alors qu'il est acculé par une maladie qui est très menaçante, d'avoir accès à toutes les thérapeutiques auxquelles il veut avoir accès, et pour pouvoir mettre le plus de chances de son côté. Ça, des fois, je vois le système médical s'opposer à ça. Ça, je trouve que c'est pas bien. Parce qu'effectivement, moi, si j'étais il faut se mettre à la place des gens. Moi, si j'étais à la place de la personne, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. Donc, de faire attention à ma nutrition, et d'avoir effectivement de la micronutrition, éventuellement des traitements non conventionnels, vitamine C haute dose, biorésonance, ce genre de trucs. Évidemment aussi, travailler avec mon oncologue, avec les traitements qui sont proposés peut-être sur le marché, même si, effectivement, faut les étudier. Il y a plusieurs classes de traitements. Les chimios, c'est rarement... c'est comme... c'est comme si tu veux récupérer ton jardin avec des pesticides, quoi, tu vois. C'est compliqué. Donc c'est pas... parce que normalement, c'est la solution numéro 1 qu'on propose. Mais après, tu as des immunothérapies qui sont intéressantes aujourd'hui. Enfin, il y a plein de... Le système, on va dire, produit... des choses intéressantes, encore une fois. Moi, je veux qu'il y ait de la liberté, c'est tout. Il doit y avoir de la liberté pour les médecins, justement. Aucun médecin devrait se dire je vais pas faire ce traitement parce que je vais avoir des emmerdes. Tu vois ce que je veux dire et malheureusement, de plus en plus, c'est comme ça. Tu connais les travaux des docteurs de Lépine ?
Ouais, bien sûr. Je les connais aussi. Tu connais bien. Ouais. Ils sont très disponibles. Nicole et Gérard, ouais. Ils sont très disponibles. Moi, j'ai eu un jeune patient qui avait un ostéosarcome, et c'était leur spécialité. Ouais. Et j'avais eu le numéro de Gérard par, tu sais, tous nos cercles, voilà. Toute la communauté des gens communauté alternatifs. Underground, ouais. Et je lui avais juste demandé, et il a été super disponible pour nous accompagner dans ce cas, à distance et tout ça, nous donner des conseils. Ils ont toujours envie de transmettre, et en fait, en voyant leur parcours, et en plus, ils exerçaient pas très loin d'ici, hein. C'était l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, où ils ont envoyé les CRS à l'époque, hein. Parce qu'ils soignaient des enfants, des cas de cancer pédiatrique, en tout cas pour Nicole. Et alors en utilisant des produits conventionnels, mais dans des protocoles, voilà, tu la connais. Qu'est-ce que tu en penses J'avais vu le reportage, le film Cancer Business Mortel. Je le conseille à tout le monde. Vous allez ouvrir les yeux sur comment ça fonctionne, et effectivement sur le fait que sur comment ça dysfonctionne aussi, effectivement, la médecine, notamment en France, qui est un pays effectivement où l'État prend beaucoup de place, aussi à cause de la mentalité française, que tout doit venir de l'État. Voilà, hein, c'est parce qu'aussi la mentalité française donne énormément de pouvoir à ses politiques, et que les gens ont envie d'un sauveur et d'un maître, en fait. Ce pays est profondément comme ça, avec beaucoup aussi de gens qui considèrent que c'est le rôle de l'État de pourvoir à tous leurs besoins. Et du coup, si tu considères ça, tu t'infantilises toi-même, et tu donnes beaucoup de pouvoir à l'État. C'est peut-être pour ça que aujourd'hui, dans l'Occident, il semblerait que ce soit quand même probablement le pays où l'État s'impose le plus aux gens. Et je crois parce que les gens lui ont laissé beaucoup de place aussi. C'est vrai, c'est intéressant d'ailleurs que tu en parles. J'en parlais juste avant avec Jean-Jacques Crèvecoeur. On a abordé ces phénomènes d'emprise et ce consentement que les gens donnent à leur propre soumission, ces emprises qu'ils subissent et qu'ils laissent perdurer. Et c'est vrai que la France, peut-être, est un pays où les gens se sont laissés... je pense que tous les Français, je l'entends dans beaucoup de podcasts, qui parlent d'autres trucs, de business, etc. Mais je pense que tous les Français qui ont vécu ou vivent à l'étranger, ils remarquent, en fait... ils remarquent plus facilement ce genre de petits, en fait... de particularismes culturels qu'on a, qui parfois peuvent être une des explications de nos déboires. Mais après, c'est le pays, franchement, dont je resterai toujours amoureux. Parce que toi, t'es allé en Suisse, tu n'es pas suisse, tu es français. Je suis français, et puis on a un pays, culturellement, on a le plus beau, moi je trouve toujours, même si on en parlait hier avec Chris, parce qu'on a traversé certains quartiers de Paris où on se disait quand même, ça a changé, ça a changé, mais on a un pays sublime, avec une culture sublime, avec une bouffe incroyable, tu vois. Des paysages incroyables. Énormément de culture, et puis des gens aussi qui ont une... en tout cas, moi, je raisonne bien avec les Français, parce que c'est ma culture, quoi. Donc, je nous trouve aussi très... on profite bien de la vie, je crois. Mais on sait vivre. Je crois qu'on sait vivre en France. Mais peut-être, l'art, c'est l'art à la française, l'art de vivre à la française. Ça serait cool que ça revienne, Ouais, c'est vrai. Toi, en ce moment, c'est quoi tes domaines de recherche? Est-ce que c'est quoi tes cas du moment? Est-ce que tu as des recherches sur des maladies? Est-ce qu'il y a des choses qui te mobilisent en ce moment, des patients sur une maladie précise, où tu engages quelques recherches précises? Non. Alors oui, il y a des recherches. J'ai depuis peut-être notre interview l'année dernière, je pense pas qu'on en ait parlé. C'est vrai que je me suis beaucoup. C'est pas sous son influence, mais je l'ai croisé hier soir, professeur Humbert. C'est pas sous son influence, mais en même temps que j'ai pris conscience de l'importance des parasites dans les maladies chroniques, j'ai découvert les travaux du professeur Humbert, et puis il a commencé à buzzer sur les réseaux. Mais moi, j'avais déjà... Et en même temps, en fait, je l'ai vu
débarqué dans ma vie quelque part. Et je me suis intéressé aux mêmes choses. Et c'est vrai que là, depuis 1 an et demi, 2 ans, j'ai mis un pied là-dedans en faisant des petits déparasitages systématiques à mes patients d'une manière générale, mais aussi, c'est ce que préconise Humbert justement, parce qu'il explique que les moyens en fait de diagnostic sont pas très bons. On a souvent des faux négatifs quand on recherche des parasites, donc c'est dommage parce qu'on a un test négatif, de laisser quelqu'un parasité alors qu'il est plein de parasites. Et surtout que parfois ça peut cacher parfois il a eu des cas assez incroyables où des personnes étaient diagnostiquées avec des tumeurs, en fait ils étaient juste infestés. Exact. Comment c'est possible ? Exact. Et moi, je confirme ça. Ça, je confirme parce que plus j'avance et plus je me rends compte de l'importance de ça. Alors, c'est pas la panacée comme d'habitude. C'est des cas marginaux. Voilà. Mais c'est une vraie révolution. Non, c'est significatif. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont des maladies chroniques, qui sont en errance thérapeutique, qui ont des syndromes machin. En tout cas. Alors, il y en a qui guérissent vraiment beaucoup quand tu les déparasites. Et en tout cas, sinon, c'est pas la majorité qui guérissent complètement de leur maladie, c'était ça, mais dont la santé est significativement améliorée. Ah ouais, ça c'est vraiment la majorité quand tu les déparasites. Donc les gens ont effectivement des parasites. Donc ça c'est le truc sur lequel en tout cas c'est la petite révolution dans ma pratique sur laquelle je travaille le plus et je commence à être le plus à l'aise et j'ai même effectivement on est en train de publier un article qui va sortir aussi. J'ai participé à un article scientifique sur un cas très intéressant justement en lien avec les parasites. Donc ouais. En tout cas, parce que c'est vrai que c'est le professeur Humbert qui est beaucoup dans des émissions, qui en parle beaucoup. C'est l'un des seuls qui a cette expérience. D'ailleurs, on l'avait reçu à Nexus, il disait, qu'à part lui et quelques-uns, c'est vraiment un désert de connaissances et de compétences de ses confrères là-dessus. Ouais. Et beaucoup de gens passent à côté de ça. Ouais. Mais je confirme, pour les médecins qui nous écoutent, vraiment, penchez-vous sur la question effectivement du déparasitage et de ces choses-là, parce qu'en fait, vous allez voir, ça va... c'est une arme énorme en fait. Sur les maladies chroniques, ça va améliorer énormément de vos patients. Ça va améliorer énormément de vos patients. Il y a énormément de patients. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Il y a déjà les effets du parasite lui-même sur le corps. Et qui donc fait de l'inflammation chronique. Ouais. Et aujourd'hui, les 3/4 des maladies chroniques, c'est de l'inflammation chronique. Et puis, tu as aussi le fait que justement, il monopolise beaucoup le système immunitaire. Et du coup, tu as ce côté, la présence de parasites dans le corps va entraîner de l'inflammation de bas grade tout le temps. Parce qu'en fait, le système immunitaire a beaucoup de mal. C'est beaucoup trop gros par rapport aux cellules immunitaires, un parasite, pour pouvoir être éliminé. Donc, elle va rester là, quoi. Le système, il va avoir du mal à l'éliminer. Et puis aussi, comme il est monopolisé, justement, tu as une espèce de baisse de l'immunité qui va arriver. Donc, aussi... des autres maladies opportunistes. Exactement, de toutes les immunités. Donc infection, tu vas plus facilement faire des infections. Et le cancer aussi. Finalement, parce que en permanence, une des fonctions de notre système immunitaire, c'est en permanence de repérer les cellules qui dysfonctionnent et de les éliminer. Donc on doit vraiment bichonner notre système immunitaire. Et le déparasitage systématique et régulier, ça c'est vraiment une des façons de base. Et les médecins le faisaient avant. Moi, quand j'étais petit, j'étais vermifugé tous les ans. Je vivais dans un village. Donc cette pratique s'est perdue. Elle doit absolument revenir... à la base de notre pratique, parce qu'en plus c'est des médicaments pas chers et très safe, donc ça doit revenir à la base de la pratique. S'il fallait laisser un message, parce que je sais qu'il y a des médecins qui nous écoutent, c'est celui-là. Il y en a, on a de plus en plus de messages et il y a beaucoup de gens qui apprennent énormément des invités qu'on a au micro de Nexus, donc c'est bien d'en avoir reparlé, je te remercie et j'invite ceux qui nous écoutent à retrouver l'interview de Philippe Humbert, du docteur Humbert qu'on a faite ici sur ce sujet-là. Il en a fait d'autres aussi chez des confrères et puis il a son bouquin, il explique tout ça avec des cas cliniques assez ahurissants. On en parlait tout à l'heure, c'est faux cancers en fait, qui étaient des parasitages, des personnes qui avaient d'autres maladies qui semblaient être incurables. Et avec une cure de déparasitage, retrouve une santé. J'en ai vu plusieurs.
Alors moi, je fais beaucoup de problèmes d'intestin irritable, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui ont une bonne digestion, sans alternance diarrhée-constipation, sans ballonnement, sans douleur abdominale, ça devient de plus en plus rare. Et effectivement, un des premiers trucs à faire, tu as des parasites, souvent, déjà, tu as 30% des patients qui vont mieux, tu vois. Donc, c'est déjà bien. Et après, ouais, j'ai vu, il y a beaucoup, c'est assez intéressant dans les maladies psychiatriques, c'est incroyable. Tu as des gens... t'as des gens peut-être qui ont une maladie psychiatrique pendant 10 ans et tu leur fais un déparasitage et boum. Moi j'ai un patient qui avait été dépressif depuis 7 ans, sous antidépresseurs et tout, mais toujours triste sous antidépresseurs. On l'a déparasité et en fait c'était ça. Maintenant il est plus triste. Ouais. Tu vois, donc 7 ans de calvaire, en fait il fallait juste le déparasiter. C'est assez interpellant de voir que du coup peu de médecins s'y intéressent, parce que c'est devenu aujourd'hui un aspect de la médecine que peu vont pratiquer, déparasiter ou autre. Et il y a bientôt, je sais que vous allez faire une enquête là-dessus, il y a aussi des parasites d'un autre genre, d'un autre type, d'une autre dimension, c'est vrai, qui peuvent aussi être la cause de certaines parasites énergétiques, entre autres. Parasites énergétiques ou spirituels, je ne sais pas comment on peut les appeler. On est en train de préparer un petit sujet là-dessus, un gros sujet là-dessus, vidéo. D'ailleurs, toi, tu nous apportes aussi un peu de... J'aimerais vous aider là-dedans, parce qu'effectivement, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert sur le tard. Donc effectivement, donc là, on est dans autre chose. On n'est pas dans la science, on est plutôt dans les parasciences et tout ça, mais c'est quelque chose qui existe vraiment. Et effectivement, il y a des gens qui ont guéri de certaines maladies, notamment psychiatriques, via des exorcismes, en fait, ou ce qu'on appelle des délivrances. Et ça, c'est aussi une autre part de la santé, qui est assez intéressante et qui est encore plus interdite, je pense. Mais bon, voilà. C'est beaucoup plus tabou. Et merci à toi d'en parler, parce que c'est assez courageux. Mais tout ça pour dire qu'en fait, si vous avez une maladie, n'abandonnez pas l'idée de revenir à la santé complètement en ayant résolu la cause. Et cette cause, elle peut être multiple. Vous pouvez avoir une maladie qui a un nom qui est bien défini et tout ça, ça peut être, voilà, ça se trouve, vous avez une carence, vous avez un parasite, qui soit animal ou spirituel, ça peut être un problème hormonal, un problème de microbiote, enfin bref, donc essayez de trouver la cause et de travailler, de vous entourer de médecins qui cherchent les causes. C'est ça, et essayer de trouver un bon médecin pour pouvoir vous accompagner dans tout ça, parce que c'est important d'être suivi. En tout cas, merci beaucoup Pablo Bueno pour ton ouverture d'esprit, pour ton partage de connaissances. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que ceux qui veulent? Instagram déjà? Oui, toujours Instagram, j'ai changé le nom du compte, c'est Dr Bueno, donc D-R-B-U-N-O. Alors c'est pas Bueno, je suis pas Bueno comme les Kinder, c'est Buono à l'italienne, donc B-U. Pablo Le Bon. Voilà, Pablo Le Bon, B-U-O-N-O. Et puis là, justement, je suis en train de travailler sur les autres médias, justement, pour aller sur les autres plateformes, les autres médias, etc. Et tu prépares aussi une série de podcasts, de petites choses, de nouveaux formats, en tout cas. En fait, j'ai une chaîne YouTube qui est en train... Il n'y a pas encore beaucoup de contenu dessus, mais vous pouvez déjà y aller parce que ça va venir à partir d'octobre, qui s'appelle justement Dr Bueno aussi, La vie en abondance. Et donc, justement, ça va être une chaîne YouTube où on va faire du contenu, du vlog, etc. Beaucoup sur ça, sur la vie en abondance. Donc, je vais essayer de faire du contenu positif, vraiment qui donne envie aux gens d'avoir une belle vie, même dans le monde, tout en étant lucide. Voilà, mais d'avoir une belle vie en abondance, comme le Seigneur veut que nous l'ayons. Oui, parce que toi, tu es un médecin aussi qui met en avant sa foi, et c'est rare, et ça fait du bien. Et en plus, tu es un des rares médecins qui arrive à rendre les gens plus heureux qu'ils ne le sont. Et on peut être conscient du monde et l'être heureux, sans forcément tomber dans la dépression. Oui, bien sûr. C'est possible. Ouais. Donc, allez faire un tour sur l'Instagram et le YouTube du docteur Bueno, parce que les contenus soit redonne le sourire, soit redonne de l'espoir. Donc ça m'a toujours fait plaisir d'aller y faire un tour. Et puis voilà, le magazine aussi, ça peut soit faire plaisir, soit faire ouvrir les yeux, en kiosque et sur nexus.fr. C'est les 2 derniers numéros, ceux-là? Les 2 derniers, voilà. Le dernier. Les 2 m'intéressent. Je vais les prendre, je crois. Cadeau. C'est cadeau? C'est cadeau si tu les lis. Ah bah oui, je vais les lire. Ah, parce qu'il y a beaucoup parce qu'il y a sur l'eau, et d'ailleurs ça c'est un truc duquel je parlerai bientôt beaucoup, et puis je suis en train justement j'ai un projet là-dessus. Mais l'eau, clairement, c'est catastrophique. Et puis la fertilité, là, on a énormément de choses
à dire là-dessus. C'est un enjeu d'ailleurs, d'autant que c'est officiel en France, plus de décès que de naissances depuis quelques semaines, quelques mois, statistiquement. Voilà, donc il y a du boulot, malheureusement. Merci à toi de t'y être mis. C'est ça. T'es en train de. C'est ça. T'es en train de retourner la courbe. On va essayer. Bon, en tout cas, merci infiniment, Pablo, pour cet entretien. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On vous retrouve en tout cas très vite sur notre chaîne pour de nouveaux contenus. À très bientôt. Bye bye.